Bonsoir Ahmet Insel. Bonsoir. Alors, vous êtes né à Istanbul, vous avez fait vos études universitaires en France, à la Sorbonne, donc vous parlez très bien français. Ensuite, vous avez enseigné l'économie en France, en Turquie, notamment à l'université francophone de Galatasaray, c'est à Istanbul. Vous avez participé aussi à la fondation d'une maison d'édition en Turquie. Eletişim, si Eletişim, qui a édité notamment le prix Nobel de littérature Orhan Pamuk. Vous avez aussi lancé une pétition il y a quelques années en Turquie pour présenter des excuses au peuple arménien, une pétition qui avait recueilli plus de 32 000 signatures, ce qui était pas mal en Turquie. S'en est suivi d'ailleurs un livre, Dialogue sur le tabou arménien. Mais l'Arménie n'est pas le sujet de ce grand angle. On va parler de la Turquie qui se voulait, il y a quelques années, un pôle de stabilité en Europe, un trait d'union entre l'Europe et l'Asie. La Turquie qui est aujourd'hui dans l'œil du cyclone, qui est un acteur majeur et parfois ambigu de la guerre en Syrie, un pays qui accueille, il faut le rappeler, plus de 2,5 millions de réfugiés syriens, un pays aussi membre de l'OTAN, qui est au bord d'un conflit avec la Russie, et un pays dirigé par un président de plus en plus autoritaire, mais qui reste, vous allez nous le rappeler, populaire en Turquie. Vous avez publié en 2015 La nouvelle Turquie d'Erdogan, sous-titré Du rêve démocratique à la dérive autoritaire aux éditions La Découverte. Alors Ahmet Insel, au vu de la situation en Turquie, du rôle de la Turquie en Syrie et de la tension avec la Russie, est-ce que la Turquie doit nous inquiéter? Est-ce que vous êtes inquiet? D'abord, nous sommes inquiets en Turquie en tant que citoyens turcs, puisque nous sommes vraiment dans l'œil du cyclone. Nous sommes dans une violence, dans une perpétuation et généralisation de la violence, non, pas simplement vis-à-vis du problème syrien, vis-à-vis du problème kurde, avec des attentats, des morts. Le nombre de morts depuis cet été, l'été dernier, dépasse largement 1000-1500 civils. C'est-à-dire qu'il y a des morts dans l'est du pays avec la guerre contre les Kurdes. Voilà, il y a des morts à Ankara, il y a des morts à Istanbul. Des attentats à Ankara, à Istanbul, plusieurs attentats à Ankara, à Suruç, etc. Donc, et plus les réfugiés, un nombre très important de réfugiés. Encore, nous sommes très contents que la population accueille très favorablement les réfugiés. Le nombre de réfugiés, c'est presque, je dirais, dans cette situation très sombre, le seul moment, le seul vision optimiste qu'on peut avoir, c'est l'accueil. Et c'est à mettre au crédit de la Turquie. Oui, voilà. La population, la société turque accueille encore très favorable. Je ne sais pas jusqu'à combien de temps, mais encore aujourd'hui, l'accueil est très favorable. Mais nous sommes inquiets parce que la Turquie, d'abord, il y a un échec total de la diplomatie étrangère de la direction de Tayyip Erdogan. Je ne dis pas du gouvernement de Tayyip Erdogan parce que normalement il est président de la République et chez nous c'est un régime parlementaire, mais il s'est accaparé de fait les pouvoirs d'un régime présidentiel. Et il a été Premier ministre pendant de longues années. Il a été pendant 12 ans Premier ministre. Aujourd'hui il est président, mais c'est lui qui dirige en coulisses. Voilà, il a été élu pour la première fois en Turquie. Le président de la République a été élu au suffrage universel en 2014 et depuis, par cette légitimité du suffrage universel, il se considère un peu comme donc du coup c'est le gouvernement de Ahmet Davutoğlu, mais sous la direction de Tayyip Erdogan, qui nous a menés vraiment dans un échec total de la diplomatie extérieure, surtout sur la question syrienne. Nous sommes un pays qui est devenu presque en conflit avec la majorité de ses voisins. En Syrie, nous sommes dans une situation très tendue. La question russe est devenue par le nord et par le sud du côté de la Turquie. Avec la Grèce, nous sommes dans une situation encore de plus en plus tendue du fait de la mauvaise gestion des réfugiés. Et il y a des centaines de morts dans la mer Égée actuellement. Et la Turquie a réagi, à mon avis, d'une manière un peu précipitée en descendant un avion russe dans ses frontières. Avait-elle raison ou non, je ne sais pas, mais en tout cas, ça apparaît comme des conséquences très graves. Et la Turquie, aujourd'hui, à la fois fait des gesticulations, mais est un peu out. Alors on a abordé beaucoup de sujets, la Russie, la Syrie. Je voudrais d'abord une question sur le régime turc. Il y a un chapitre de votre livre qui s'appelle La nouvelle Turquie d'Erdogan. Quel est le projet politique du président Erdogan ? Il a deux projets politiques. Un premier projet, c'est d'établir en Turquie un régime de plus en plus présidentiel, parce qu'il pense d'abord pour lui, d'une part, parce que comme ça, il peut continuer pendant 10 ans encore au minimum à régner en Turquie, et un régime présidentiel
très présidentiel, un régime présidentiel d'un homme fort qui serait investi, de par les élections, quasiment le statut d'un sultan républicain. Ouais. On peut parler d'une dérive parce que quand il est arrivé au pouvoir Non, en 2002... il n'était pas comme ça. Il n'était pas comme ça. C'était un régime islamo-conservateur. Ils avaient à la fois culturellement très conservateurs, c'est vrai, mais en même temps, au début, ils avaient joué la carte d'une ouverture démocratique de la Turquie, une normalisation démocratique de la Turquie vers l'Europe, d'abord, parce qu'ils étaient le parti le plus pro-européen, je dirais, en Turquie. Une normalisation démocratique dans le sens du régime parlementaire. D'ailleurs, à l'époque, si vous prenez les discours de Tayyip Erdogan, il est totalement contre la constitution actuelle qui donne un peu de pouvoir au président de la République. Il est totalement pour un régime très parlementaire. Aujourd'hui, c'est totalement l'inverse. Et comment vous expliquez cette dérive alors? D'abord, je crois que le fait de rester trop longtemps au pouvoir, ça corrompt. Ça, c'est une question, c'est un fait universel. Le fait de rester 13 ans au pouvoir dans une société qui est autoritaire par le bas en même temps. Ce n'est pas simplement l'autoritarisme par le haut. La société aussi produit de l'autoritarisme. Et dans ce cas-là, de plus en plus, on perd un peu le nord, je crois. Et la Turquie n'a jamais vraiment vécu en démocratie. Elle a toujours connu des régimes autoritaires. Plus ou moins autoritaires. Il y a des moments autoritaires ouverts, dictatures militaires, etc. Et puis des moments un peu plus ce que nous appelons démocratie autoritaire. C'est-à-dire à la fois élections, participation. Reconnaissons une chose. En Turquie, les élections sont reconnues comme le moment de légitimité du pouvoir. Alors, est-ce qu'on peut parler d'un véritable islam politique? Quelle est la place de l'islam en Turquie? Alors, Tayyip Erdogan, c'est son deuxième projet, c'est de restituer une civilisation islamo-conservateur en Turquie et d'écarter les traces, ou en tout cas effacer les traces de la modernisation autoritaire kémaliste qui a été mise en œuvre depuis c'est les années 20. Des années 20 jusqu'aux années 50, disons. Et là, c'est la volonté vraiment explicitement exprimée de mettre en place, de restituer la civilisation d'antan dans sa grandeur ottomane, islamo-conservateur et nationaliste en même temps, ethnique turc nationaliste. Alors, si on se replace au niveau extérieur, vous avez parlé tout à l'heure des erreurs de la diplomatie turque. Si on résume le comportement de la Turquie en Syrie, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la Turquie, si elle doit choisir entre Daesh et Bachar el-Assad, elle choisit plutôt Daesh? Je ne pense pas qu'elle choisit. Elle n'arrive pas à choisir plus exactement. Elle est obstinée par le fait que Bachar el-Assad doit être renversé. Mais actuellement, malheureusement, la Turquie est obnubilée par un troisième facteur en Syrie qui détermine beaucoup plus ses actions que le Daesh et le Bachar el-Assad. C'est le phénomène kurde. La Turquie est totalement obnubilée, Tayyip Erdogan et toute la clique nationaliste turque est totalement obnubilée par l'apparition d'un phénomène kurde aux frontières de la Turquie. Et ils ont peur qu'il y ait une entité autonome politique reconnue en Syrie kurde, comme en Irak, et que dans ce cas-là, qu'il y ait un tropisme vers ces Kurdes d'Irak et de Syrie dans la partie kurde de la Turquie. Mais pourquoi? Parce qu'en Turquie, il n'y a que des Turcs? Non, justement, il y a une... En tout cas, c'est la philosophie peut-être de ceux qui sont au pouvoir. C'est ce qui nous... L'héritage, mauvais héritage du kémalisme, nationalisme en Turquie, c'est qu'on considère qu'en Turquie, il y a essentiellement des Turcs et que devrait y avoir que des Turcs. Alors, Tayyip Erdogan, à un moment donné, a ouvert la porte de la résolution du problème kurde, mais il l'a fermé. Il y a eu des négociations avec Öcalan? Tout avec Öcalan, indirectement avec le PKK. On était pas mal avancé sur l'idée de négociation, peut-être pas encore totalement, mais de dialogue en tout cas. Mais Tayyip Erdogan a fermé totalement cette porte quand il s'est rendu compte, avant les élections de juin dernier, de juin 2015, que l'ouverture négociation ne lui rapportait pas. Électoralement, et que les voix de son parti allaient vers le parti d'extrême droite nationaliste. Et donc, dans ce cas-là, retour en arrière, fermeture totale, comme on dit en Turquie maintenant, il a renversé la table de négociation, mais
en même temps, aujourd'hui, il y a un deuxième facteur, c'est vraiment la peur d'avoir une deuxième entité kurde aux frontières sud de la Turquie en Syrie et totalement, je dirais, détermine toute la stratégie turque, ce qui d'ailleurs lui pose des handicaps majeurs. Alors encore un mot quand même sur les rapports entre la Turquie, vous avez évoqué tout à l'heure, entre la Turquie et la Russie. Oui. Certains craignent aujourd'hui vraiment un affrontement majeur entre les deux pays. Est-ce que vous redoutez aussi cet affrontement même militaire? Alors, normalement, non, puisque la Turquie est un pays de l'OTAN et la Turquie ne s'engagera pas, en tant que l'armée turque ne s'engagera pas sans l'accord de l'OTAN. Et dans ce cas-là, c'est un peu notre facteur, paradoxalement, notre facteur de stabilité. C'est Heureusement, parce que sinon ce serait une guerre mondiale. Voilà, c'est un facteur de stabilité pour nous. Mais évidemment, vous savez, quand on refait l'histoire des guerres, il y a des moments où on ne s'attend absolument pas. Il y a un petit fait totalement incontrôlé qui bascule d'une manière irréversible les choses. Nous sommes sur le fil du rasoir. Ok, merci beaucoup Ahmet İncel d'être venu nous remettre un peu les idées en place sur la Turquie, un pays très très important au cœur de l'Europe et de l'Asie, on peut dire, au cœur une tourmente totale. Voilà, merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre, La Nouvelle Turquie d'Erdogan aux éditions La Découverte. Merci beaucoup. Merci.